Toutes nos excuses pour le retard noté dans le démarrage de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal à la une de l'actualité. Démantèlement d'un commando qui tentait de semer le trouble dans le pays. Tentative d'assassinat d'Ousmane Sonko, arrestation dans les rangs de PASTEF, arrestation du directeur de Souma Assistance, rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19. Le procureur général, près la Cour d'appel de Dakar, revient en long et en large sur les dossiers brûlants. Ibrahima Bahoum fait face à la presse ce matin. Les détails à suivre dans ce journal. Respect des droits humains, le Sénégal, mauvais élève selon Amnesty International. L'organisation a publié ce matin son rapport 2022 sur le Sénégal. Elle note une restriction des libertés, une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Le reportage du soir sur le jeûne des apprentis carapides, chose pas du tout facile. Leur travail demande beaucoup d'efforts physiques. Nos équipes se sont rendues au garage Ladjor pour leur demander comment ils s'organisent pour que le jeûne n'impacte pas leur travail. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Malgré l'opposition du préfet, la coalition Yehui Askanui maintient ses manifestations à Dakar. Dans un communiqué qui nous est parvenu, la conférence des leaders de Yehui Askanui informe que conformément à son dernier engagement, il décide de maintenir ses manifestations à Dakar et invite les militants et sympathisants à se mobiliser au rond-point UCAD pour une marche pacifique demain, mercredi à 15h. La manifestation a été interdite par le préfet hier au motif de menaces de troubles à l'ordre public, entrave à la circulation des biens et des personnes. Je vous le disais tout de suite, le procureur général près la cour d'appel de Dakar a fait face à la presse. Ibrahima Bahoum a donné des détails concernant 5 dossiers brûlants. Parmi ces dossiers, l'affaire dite du commando, une organisation qui projetait de commettre des actes subversifs. Selon le procureur général, le commando a été démantelé. 4 personnes arrêtées, 19 toujours recherchées. Journalistes, personnalités politiques et religieuses étaient ciblées. Compte rendu Amadou Bari et Mafalfal. C'est le dernier et le point sur lequel le procureur général près la cour d'appel de Dakar s'est beaucoup plus appesanti. À l'en croire, la vague d'arrestations de ces derniers jours se justifie par le démantèlement d'un vaste réseau qui a participé aux destructions du 16 mars dernier et planifié des attaques ce jeudi. Dénommée Commando, cette organisation, selon le procureur Ibrahima Bahoum, était très bien structurée. Le premier groupe mis aux arrêts et dont certains avaient été retrouvés avec des cocktails Molotov et des engins explosifs, c'est le réseau dirigé par Mouramane Kabadjakiti. Ses complices, c'est le sieur Cher Kébé, ancien gendarme, et Famara Mané, alias Nyancho, ancien commando de l'armée. À en croire le parquet, à ce stade, l'enquête a retracé leur parcours avec plusieurs va-et-vient à l'intérieur du pays en vue de lancer plusieurs attaques en amont des événements du 16 mars dernier. L'idée, c'est d'installer la peur pour empêcher le procès contre Ousmane Sonko. Leur audition a permis de mettre la main sur plusieurs individus comme Bilal Diatta, maire de la commune de Keur-Massar Sud. Parmi les arrêtés, le procureur a cité le profil d'un certain Mamadou Djemé appartenant au MFDC qui était établi à Signan, près de Bignona. Se disant responsable des affaires mystiques du leader de PASTEF, il a été arrêté à Dakar où il comptait planifier des attaques le 30 mars prochain. À en croire Bahoum, 4 personnes sont actuellement déférées pour actes de terrorisme, troubles à l'ordre public, incendie criminel, vol, pillage et meurtre. 19 autres personnes identifiées sont activement recherchées par la justice. Leur but ultime, c'est de pousser la population à l'insurrection, soupçonne le parquet, lequel a réitéré son engagement pour préserver l'intégrité de personnes et de leurs biens. Amadou Bari, le parquet s'est également exprimé sur les faits qui sont reprochés au directeur de la clinique Souma Assistance, arrêté le 20 mars dernier, puis placé sous contrôle judiciaire. D'après le procureur général, 3 charges pèsent contre l'urgentiste: homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Écoutons-le. L'enquête a pu établir que depuis son évacuation
à la clinique, son pronostic vital était prononcé. Et ce qu'il faut savoir, c'est le mode de fonctionnement de la clinique. Toutes les décisions, je dis bien toutes les décisions en termes de priorité de prise en charge sont dictées par le docteur Babacar Niang, qui en est l'administrateur. Enfin, le parquet, de manière générale, dans son ensemble, qui est indivisible, a estimé devoir engager des poursuites. Déjà, une mesure de garde à vue a été prononcée à son encontre. Et il a estimé devoir engager des poursuites contre le docteur Babacar Niang, le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, pour des faits d'homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger, de mise en danger de la vie d'autrui, dont serait victime Mamadou Ly. Il faut préciser à ce stade que la clinique Souma, étant une SARL, Société à responsabilité limitée, dont, avec deux associés que sont le docteur Babacar Niang et son épouse Madame Saïda Berthe, donc cette clinique Souma, en tant que structure privée, est installée dans les poursuites. Et le dossier fera l'objet d'une information judiciaire dont le traitement, à partir de ce moment, relèvera de la compétence d'un juge d'instruction qui sera incessamment saisi. Et plus de 3 mois après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19, la machine judiciaire est en route selon le procureur général. Plusieurs personnes épinglées par ce rapport ont été entendues durant le mois de mars. Écoutons à ce propos Ibrahima Bahoum. C'est le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, où des responsables de sociétés attributaires de marché ont été aussi entendus tour à tour, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Le sieur Alassane Diko, le responsable de la société Adigraph. On a aussi Cheikh Tidiane Gaye, qui a été entendu, et Cheikh Tidiane Cham. Vous conviendrez avec moi que toutes ces auditions rentrent dans le cadre de l'impératif de mettre la lumière sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds qui ont été alloués et qui est communément appelé Fonds Force Covid-19. Quatrièmement, vous avez le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, où les investigations ont permis d'entendre Mme Fatou Bintouba, qui est commerçante, M. Oumarka, qui est employé de commerce, le sieur Djibi Diakhaté, interrogé aussi. Toujours dans le cadre des auditions, s'agissant du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, l'enquête a amené à attendre certains fournisseurs ou prestataires de services pour ce ministère dans le cadre de ces fonds, notamment le sieur Hachem Ryan. Sur ce rapport, il a été procédé à l'audition sur Mamadou Ngom pour le compte des fonds qui ont été destinés au ministère des Sports. Respect des droits humains. Amnesty International peint un tableau sombre du Sénégal dans son rapport de l'année 2022. L'organisation non gouvernementale décrit un recul démocratique, des restrictions de liberté. Amnesty International note également dans son rapport une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Compte rendu, Mme Seine Boubabou. La liberté d'expression et de manifestation très restreinte au Sénégal durant l'année 2022. C'est ce qu'indique le rapport annuel d'Amnesty International. En 2022, vous vous rappelez, outre les multiples interdictions préfectorales qui ont continué à avoir lieu, et le gouvernement sort toujours des statistiques globaux pour nous dire que voilà, il y a un faible pourcentage de manifestations qui sont interdites au Sénégal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les manifestations qui sont interdites sont les manifestations des principaux forces politiques de l'opposition, ou des forces syndicales,
ou en tout cas de la société civile. Beaucoup de journalistes et d'activistes arrêtés entre 2022 et 2023 pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Le rapport d'Amnesty International parle d'instrumentalisation de la justice aux yeux de ses membres. C'est une situation extrêmement préoccupante qui crée une certaine psychose et qui, aujourd'hui, crée à la limite d'autocensure. Tout le monde, aujourd'hui, lorsque vous écrivez quelque chose, vous êtes obligé, justement, de lire et de vous relire. Parce que simplement, on est capable de vous accuser de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles ou d'autres délits qui, évidemment, sont instrumentalisés par le parquet pour faire taire, justement, les. Le directeur exécutif d'Amnesty International demande à l'État du Sénégal de supprimer les peines d'emprisonnement pour les délits de diffamation. Il faut que l'État du Sénégal aille dans le sens, aujourd'hui, de supprimer les peines de prison pour ces délits. Parce que s'il ne le fait pas, n'importe quelle personne qui est victime, qui est condamnée à une peine de prison, peut faire condamner l'État du Sénégal. Nous allons continuer à encourager, n'est-ce pas, les victimes à saisir ces juridictions, à multiplier les condamnations contre l'État d'Israël, à la CEDEAO, à l'Union africaine. La démocratie au Sénégal connaît un recul avec des restrictions et des atteintes aux libertés d'expression et de manifestation. Un tableau noir peint par Amnesty International, d'autres questions comme les droits économiques, socioculturels et celles de la protection des droits des femmes ont été également soulevées. Le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal s'est également prononcé sur le placement sous surveillance électronique. D'après Seydi Gassama, en lieu et place du bracelet électronique, les personnalités politiques et les hauts fonctionnaires de l'État doivent être placés sous contrôle judiciaire. Je vous propose de l'écouter. Ñun bokk nañu ci kuréel Amnesty Radio ak léegi yàgg nañu di wax état na ko dugal ci système bi. Je pense que nous faisons partie des organisations qui ont demandé à l'État d'insérer le port de bracelets électroniques dans notre système carcéral, ce pour pouvoir désengorger les prisons, surtout les jeunes qui sont plus nombreux dans les prisons. Leur faire porter des bracelets électroniques peuvent leur permettre de travailler, subvenir aux besoins de leur famille ou même d'étudier. Toutefois, ces bracelets ne devraient pas être utilisés sur des personnes qui ont été arrêtées pour des motifs politiques. Un inspecteur des impôts et domaines ne doit pas porter un bracelet électronique. L'idéal, c'est de confisquer son passeport ou de lui instruire de se présenter chaque semaine devant le juge d'instruction, le commissariat central ou même le placer sous contrôle judiciaire. Il n'est pas nécessaire de lui faire porter un bracelet et même en informer toute la population. Surtout, l'on sait tous que cet outil est visible. Il sera même vu et regardé dans la société. Je pense que cela est un manque de respect envers la dignité humaine. Je crois que loolu, n'est-ce pas, dafa dëppoo ak respecter dignité nit. L'initiative Mesure Mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, la souveraineté, l'unité et la refondation et plusieurs organisations de la société civile ont procédé ce mardi matin au lancement de la semaine de la paix. Il s'agit d'une mobilisation nationale dédiée à la paix et à la sérénité en réponse aux tensions socio-politiques. Fatimata Bintouba et Moussa Dia. Mouniaï Sissé et compagnie marquent la désapprobation de toute forme de violence sur l'espace public. Aujourd'hui, notre vivre ensemble est très sérieusement menacé. Combien de familles sont disloquées aujourd'hui à cause de la politique? Combien de voisins se regardent aujourd'hui en chien de faïence à cause de la politique? C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut se ressaisir et il n'est pas encore trop tard. On a au Sénégal le dialogue islamo-chrétien qui nous a préservé aujourd'hui de conflits religieux. On a aujourd'hui le cousinage à plaisanterie aujourd'hui qui nous a préservé jusqu'ici de conflits ethniques. Pourquoi on ne devrait pas avoir le dialogue politique, un dialogue politique permanent, un dialogue politique constructif? C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les acteurs politiques comme citoyens lambda, à se mobiliser pour la paix. Une société civile, plusieurs organisations ou mouvements, un leitmotiv, la paix.
Jusqu'au-delà de 2024, parce que c'est une mobilisation citoyenne, mobilisation nationale pour l'engagement citoyen, l'unité, la refondation et la souveraineté. Donc on appelle tous les citoyens à une réflexion stratégique, mobilisatrice et constructive pour relever la dynamique républicaine en fait. Le mouvement Mesure lance la semaine de la paix dans un contexte assez tendu. Du jamais vu pratiquement dans l'histoire du Sénégal. Nous avons deux camps qui n'arrivent pas à trouver les moyens de s'entendre. Si je trouve une ligne médiane de compatriotes qui appellent à la paix, au dialogue, je dis oui, je dois être là. J'ai l'habitude de dire le Sénégal, 200 000 km² à peine. Si on devait partager ça au nombre d'habitants, chacun d'entre nous ne partirait pas avec une cuillère de sable, encore moins 1 m². Donc c'est un pays qui nous appartient tous. Nous avons intérêt à trouver une solution aux multiples problèmes qui nous sont posés et de maintenir la stabilité politique dans la justice, dans la vérité. Le message est clair. Il est impératif d'instaurer un dialogue politique permanent afin de construire et préserver la stabilité du pays. Alors à présent à Thiès, où l'utilisation des filets monofilaments divise les pêcheurs de Kayar reprochent à ceux de Mboro de braver l'interdiction d'utiliser ce type de filet. Le comité local de pêche de Kayar interpelle les autorités avant que le pire ne se produise. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. La pêche avec les filets monofilaments pourtant interdite par le code connaît une résistance. En tous les cas, le constat est fait à Kayar par le comité local de pêche. De Mboro, nous sommes en conflit depuis un certain temps. Nous avons fait 29 personnes, nous avions déjà un arrêté préfectoral. Bien avant cet arrêté, il y avait le code de la pêche qui interdisait le monofilament. Et à Kayar, nous avons la culture d'abord de ne pas faire cette pratique, mais aussi on l'interdit ici à Kayar. Et ces pêcheurs qui nous viennent de Mboro, viennent jusqu'à Kayar pour en tout cas violer cette loi et nous sommes opposés à cette violation. Et ça a donné des conflits. Cette pirogue qui appartiendrait aux pêcheurs de Kayar avait été arraisonnée avant d'être restituée. La Commission nationale de gestion des conflits était venue ici pour en tout cas faire des pas pour la paix et on a obéi à leurs paroles en leur remettant tout le matériel que nous détenions. Et récemment, on a entendu nos frères de Saint-Louis qui ont fait une sorte de presse disant que les pêcheurs de Kayar ont brûlé des pirogues, et ce qui n'est pas vrai, parce qu'on n'a pas brûlé des pirogues. Nous avons brûlé des filets monofilaments qui sont interdits ici dans notre côte. Et ça... Le comité local de pêche de Kayar invite l'autorité à agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais aussi alerter aux autorités qui, en tout cas, sont les dirigeants de ce secteur qui est la pêche, comme le ministère de la Pêche, mais aussi le gouverneur de la région de Thiès. Nous l'interpellons parce que vu que c'est lui l'autorité administrative principale de notre région, la région de Thiès, en tout cas qui polarise Mboro et Kayar, qui sont en conflit, nous demandons à l'autorité de prendre ses responsabilités avant qu'il soit tard. Les pêcheurs de Kayar, outre la pêche illicite, font face au manque de poissons depuis l'ouverture de la campagne qui va bientôt finir. Couverture maladie universelle à Dias, la municipalité enrôle plus de 3000 personnes, dont 500 élèves dans des mutuelles de santé de la localité. Les responsables de l'agence de la couverture maladie universelle se réjouissent de cette initiative et invitent les autres communes à suivre l'exemple Montagakan. La mairie de Dias a enrôlé 2500 personnes dans des mutuelles de santé de la dite commune. En plus de ce nombre, le maire a pris en charge sur fonds propres 500 élèves. Le directeur général de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle s'en est félicité. Sur plus de 550 communes, si chacun faisait comme lui, nous serions à environ 1 500 000 adhérents par an. Et au bout de 5 ans, on a atteint 7 millions d'habitants. Probablement, ça devrait être couvrir les besoins pour atteindre la couverture sanitaire universelle, ou tout au moins les 75% qui concernent l'objectif défini par le programme national pour la couverture maladie universelle. Le maire de Dias encourage les entreprises de la place et les citoyens à s'investir davantage
dans le fonctionnement des mutuelles de santé. À Diass, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'entreprises et le prétexte de cette activité est également de lancer un appel à toutes ces entreprises, mais surtout aux bonnes volontés, pour que chacun s'y mette afin qu'on puisse atteindre cet objectif fixé par le chef de l'État. Comme nous le savons, la santé est prioritaire. Aujourd'hui, dans le PSE, sur l'axe 2 du PSE, qui concerne tout ce qui est ressources humaines, et je pense que le chef de l'État a beaucoup mis l'accent dans ce volet qu'est la santé, avec des investissements massifs de l'État en termes de construction d'hôpitaux, mais également en termes d'accompagnement des populations. Si à Diass, les mutuelles de santé se portent plus ou moins bien, celle du centre de santé de Mbour, qui est censé fédérer les autres mutuelles, a arrêté ses activités depuis belle lurette. Passons à présent au reportage du soir. Travailler comme apprenti car rapide n'est pas chose facile en cette période de Ramadan. Pour certains apprentis, il n'est juste pas possible d'allier ce travail qui demande beaucoup d'efforts physiques avec le jeûne. D'autres, par contre, estiment qu'il est possible de travailler en jeûnant. Ami Diouf et Mafalfal se sont rendus au garage Lat Dior. À la gare routière Lat Dior, tout le monde l'appelle Sathiès. Le jeûne ne fait pas partie des habitudes de cet apprenti. Je ne peux pas jeûner, c'est pas une question d'âge, juste que je ne peux pas le cumuler avec le travail. En cette période de Ramadan et de forte chaleur, le travail d'apprenti n'est certes pas facile, mais tout est une question d'habitude. C'est comme ça qu'on les a éduqués. Si tes parents ne t'habituent pas au jeûne, c'est pas maintenant que tu vas le faire. Et pour ceux qui jeûnent, la méthode est simple. Bien manger durant le repas de l'aube. Au moment de la rupture, j'en profite le maximum. Et pour le repas de l'aube, je mange tout pour bien tenir la journée. Mais le lendemain, avant midi, on dirait que je n'ai jamais mangé tellement je me sens faible. Et les altercations avec les passagers ne manquent pas en cette période. Chacun pratique ce pilier de l'islam, mais les gens ont tellement peur de la faim au point que pour une petite chose, ils te déversent toute leur colère. À la gare Lat Dior, beaucoup d'apprentis ne pratiquent pas le jeûne. D'après nos interlocuteurs, ce métier ne rime pas avec la faim. En mot de sport, avant de clore cette édition, le Sénégal qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier en Côte d'Ivoire après avoir battu le Mozambique 1-0 en match comptant pour la 4e journée de ces éliminatoires. Les Lions du Sénégal défendront leur titre de champion d'Afrique en terre ivoirienne. Sadio Mané et ses coéquipiers vainqueurs du Mozambique au retour comme à l'aller rejoignent le Maroc, l'Algérie, le Burkina Faso et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, parmi les sélections qui ont déjà validé leur qualification. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.